C'est parti. Alors, bonjour ou bonsoir à tous, là, selon où est-ce que vous vous situez dans la planète. Alors, voici une petite présentation d'une conférence qui va vous proposer de vous parler de la psycho-énergétique des chakras et de la multiconscience thérapie. Ça va être une petite demi-heure maximum, la conférence. Et après ça, donc, on va simplement chercher à vous faire des présentations de comment on peut travailler justement avec cette multiconscience thérapie-là dans un contexte live avec des gens dans la salle virtuelle, bien évidemment, puisque je ne suis pas en présence des gens qui sont là, ce qui rend donc encore l'événement encore plus attrayant peut-être pour vous, pour mieux comprendre justement qu'il est possible donc de faire des évaluations intuitives, d'aider des gens par les perceptions intuitives sans nécessairement voir la personne, simplement par la vibration, par le contact qu'on a comme ça, d'une façon un peu, sans que j'ai aucune information sur cette personne-là. Donc, nous allons commencer. Alors, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique la thérapie intuitive depuis quand même plusieurs années, depuis plus de 25 ans certainement. Et je suis également enseignant depuis plus de 15 ans. Dans la pratique intuitive, j'ai toujours voulu, moi, finalement, proposer un enseignement qui permettait de combiner le décodage intuitif, les techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins psychoénergétiques telles qu'on les retrouve dans la guérison, de combiner les trois ensemble, ce qui fait que on propose en fin de compte une formation ou une école à quelque part qui a vraiment une couleur qui est assez spéciale, puisque si on regarde dans le monde, il y a très très peu d'écoles qui ont cette voie ou ce chemin qui est emprunté, puisque c'est un chemin finalement qui est quand même encore malgré tout marginal encore aujourd'hui. Alors la conférence de ce soir, c'est sur les chakras. Alors, évidemment, bon, dans la pratique intuitive que je propose, il y a trois grands volets: le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Et quand on aborde les chakras, bien évidemment, on doit comprendre que quand on fait un travail sur les chakras, il y a deux éléments qu'on doit reconnaître là. Le premier, c'est que moi, quand je suis un intuitif, par exemple, je vais poser mon regard sur le champ énergétique d'une personne, donc l'aura, et en posant ce regard sur le champ énergétique ou aura d'une personne, je vais donc constater qu'il y a particulièrement sept qualités de rayonnement qui sont associées au chakra qui vont apparaître. Et évidemment, si je prends le temps de faire du décodage intuitif sur les chakras, je vais donc être en mesure de pouvoir comprendre évidemment le degré de développement de chacun d'eux, comprendre les causes psychologiques ou émotionnelles qui peuvent empêcher le bon fonctionnement de ces chakras-là, et aussi évaluer qu'est-ce qui pourrait être fait pour que la circulation énergétique dans chacun d'eux puisse être optimale. Ce qui veut dire que quand on regarde un chakra, on doit le regarder, je pourrais dire, avec trois regards. Le premier, évidemment, c'est d'un point de vue énergétique. Est-ce que le chakra a une certaine capacité donc d'accumuler une certaine énergie et d'en émettre? Alors ça, c'est la qualité du rayonnement du chakra qui va nous permettre d'observer cela. Et ça va me permettre aussi d'évaluer la santé qui est associée au chakra, puisque les chakras sont en étroite relation avec une série d'organes qui sont associés à celui-ci. Donc, quand on voit un chakra qui est perturbé, on doit comprendre qu'il y a une glande endocrine qui est en relation avec un chakra, mais également une série d'organes, ce qui veut donc dire évidemment que si un chakra est perturbé, il risque d'y avoir des perturbations dans un certain ensemble d'organes avoisinants. Ça, c'est le premier regard qu'on va porter sur le chakra. Le deuxième regard qu'on va porter sur le chakra, c'est que dans cette énergie vitale que je viens de nommer, il se trouve une mémoire. Cette mémoire-là, quelque part, c'est comme une forme, bon, c'est des événements qui se sont produits dans ma vie, qui ont eu un impact dans ma vie d'un point de vue psychologique ou émotionnel. Et ces impacts-là, c'est un peu comme s'ils étaient engrammés dans le chakra, c'est-à-dire que le chakra se trouvait être programmé par des mémoires figées qui sont associées à des blessures émotionnelles que j'ai vécues et que je ne parviens pas justement à me dégager. Alors, ces blocages émotionnels-là ou mémoriels vont faire que la structure de mon chakra va finalement toujours émettre une certaine information psychologique émotionnelle. Par exemple, si j'ai vécu une expérience de victime, ben, le chakra va donc émettre cette information de victime d'une façon récurrente qui va faire que moi, je ne pourrais pas accéder à un autre état psychologique et émotionnel que cet état de victime-là, comme si je n'étais pas capable d'être autre chose que cet état-là. Et comme vous savez qu'il y a 7 chakras, vous comprenez que chacun des chakras vont donc émettre une certaine charge émotionnelle ou psychologique associée à l'expérience et au développement de chacun d'eux. Ce qui veut donc dire que quand on regarde un être humain et qu'on regarde les chakras de cet être humain-là, on constate qu'il peut y avoir vraiment 7
de rayonnement énergétique, mais aussi 7 qualités d'information psychologique et émotionnelle distinctes les unes des autres, qui vont faire qu'on peut vraiment constater que l'être humain, même s'il est composé d'une structure physique bien unique, eh bien, un être humain est un être fait de chair et d'os et il n'est pas multiple, hein, c'est vraiment un être de chair et d'os qui est unifié. Quand on voit une personne, on dit ah ben oui, je vois telle personne. Mais quand on regarde dans le subtil, on constate que dans le champ énergétique de cette personne-là, il peut y avoir plusieurs états de conscience différents qui peuvent être présents dans le champ énergétique de la personne. Alors, quand on comprend cela, bien évidemment, c'est ça qui m'a amené à développer ce que j'appelle la multiconscience thérapie, puisque la multiconscience thérapie me fait constater que dans un champ énergétique d'une seule personne, je peux travailler sur des mémoires très distinctes de cette personne-là. Et quand je dis travailler dessus, ça veut donc dire que je peux carrément, par exemple, reconnaître que chez une personne, il peut y avoir, par exemple, un agresseur qui est là, un agresseur, et cette partie-là de cet individu-là qui est agresseur, ben, je peux travailler dessus. Donc, je ne travaille pas sur la personne comme telle, je travaille sur une facette d'elle qui s'appelle l'agresseur. Alors, c'est un peu comme si on apprenait donc à compartimenter, pourrait-on dire, l'être humain, pour comprendre que ces compartiments-là avec lesquels on travaille sont des énergies figées et que si je travaille pour les défiger, pour leur redonner une fluidité, une capacité donc de pouvoir circuler plus harmonieusement dans le corps, ben, je permets justement à un état d'unification de se faire. Et cet état d'unification-là, plus il est présent, plus l'individu se trouve en harmonie et en état d'équilibre avec lui-même. C'est ça qu'on va chercher à faire lorsqu'on effectue un travail sur les chakras, grâce donc entre autres à la déprogrammation, hein, puisque la déprogrammation va nous permettre donc de travailler sur ces mémoires-là et de donner à ces mémoires-là, qui sont figées et programmées, tout ce dont elles ont besoin pour se libérer de leur programmation. Et lorsqu'elles sont libérées de la programmation, bien inévitablement, la structure énergétique du chakra va pouvoir effectivement avoir une meilleure circulation énergétique, plus équilibrée, plus harmonieuse, puisqu'il n'y aura plus cette programmation limitative qui sera présente. Alors ça, c'était donc pour la présentation de l'aspect énergétique et l'aspect donc psychologique et émotionnel plus particulièrement. Il y a un troisième volet qui est le spirituel. Vous avez déjà entendu parler des chakras dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on reconnaît que les chakras plus ils sont développés, plus ça indique un être qui a un développement spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dans la hiérarchie des chakras, si on regarde le chakra racine, qui est le chakra le plus bas, on parle vraiment d'un chakra qui est relié au sol, bien évidemment. Et si on parle du chakra couronne, qui est au sommet de la tête, on parle vraiment d'un chakra qui est en relation avec le ciel, qui est en relation aussi avec ma capacité d'être en relation avec la dimension spirituelle. Donc, plus mes chakras, j'arrive donc à faire un travail sur chacun d'eux, et plus je cherche à développer les chakras supérieurs, tout en développant ceux du bas, puisque ceux du bas sont la base de la stabilité de ma vie. Et quand je suis bien stable, je peux développer les chakras du haut. Et dans les chakras du haut, on va renouer contact avec justement ce développement spirituel qui me met davantage en contact avec l'essence fondamentale de mon être, l'expression de mon âme, l'expression de l'essence originelle de qui je suis. Donc, quand on fait une évaluation intuitive chez un partenaire ou sur soi-même, on va donc tenir compte de cette dimension énergétique, de cette dimension psycho-émotionnelle et de cette dimension spirituelle afin de favoriser un équilibre le plus harmonieux possible. Et un troisième volet, et ensuite, donc, lorsque j'ai fait une lecture intuitive, ce que je peux faire, évidemment, c'est donc de déprogrammer la mémoire qui est présente dans le chakra, mais je peux également soigner le chakra. Et c'est là qu'on arrive avec une série de techniques énergétiques qui va permettre, donc à partir du moment où j'ai pu finalement faire un travail de décodage intuitif, de compréhension de la mémoire qui se trouvait dans le chakra, et ensuite de déprogrammation libérant la mémoire qui se trouve dans celui-ci, je vais donc ensuite favoriser une circulation énergétique optimale par diverses techniques énergétique pour équilibrer les chakras. Par exemple, une qui est très simple, c'est l'ouverture et la fermeture d'un chakra. On va simplement évaluer de quelle façon que moi-même, par exemple, je vais réagir lorsque j'ouvre et je ferme un chakra. Si vous faites cela pour les 7 chakras, vous allez constater que dans certains chakras, vous allez avoir une certaine facilité à ouvrir et fermer, et que dans d'autres, vous allez avoir de la difficulté à ouvrir, dans d'autres, vous allez avoir de la difficulté à fermer, dans d'autres, vous allez avoir une certaine facilité, une certaine aisance. Donc, vous comprenez ici que chaque chakra a donc vraiment une identité qui lui est propre et que c'est pourquoi que j'ai développé cette notion de multiconscience thérapie, puisque de cette façon-là, on peut vraiment travailler sur un être humain en reconnaissant que dans cet être humain-là, il y a une multiconscience qui existe et on peut donc soigner cette multiconscience-là à travers les techniques que j'ai développées, que j'ai proposées. Alors, c'est ça qui est un peu intéressant et évidemment, dans la multiconscience thérapie, pour faciliter
la compréhension de la multiconscience thérapie, j'ai identifié que chacun des chakras avait 7 états. Cet état, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand j'observe un chakra, je peux donc déterminer que le chakra peut être équilibré. Alors, le chakra équilibré, évidemment, c'est un chakra qui possède un rayonnement intérieur et un rayonnement extérieur optimal. C'est-à-dire que le chakra absorbe l'énergie puis en réémet. Ça, c'est un équilibre parfait. On constate qu'il peut y avoir un désalignement, c'est-à-dire que le chakra va être désaligné par rapport, par exemple, si c'est mon chakra frontal, mais mon chakra frontal pourrait être désaligné par rapport à mon corps physique. Ce désalignement-là va souvent être provoqué par un choc émotionnel quelconque qui a fait que l'individu a comme paralysé en quelque sorte cette zone associée à son chakra. Cette paralysie-là, quelque part, fait qu'il y a un genre de désordre qui s'effectue, qui va se manifester sous cette forme de désalignement. On peut retrouver également un état d'hyperactivité, c'est-à-dire que le chakra fonctionne trop fortement, il libère trop d'énergie vers l'extérieur, ce qui va entraîner évidemment un épuisement à long terme, puisque l'hyperactivité entraîne une suractivité donc d'énergie, on dépense trop d'énergie. On retrouve également l'hypoactivité, qui est l'inverse, où on ne dépense pas suffisamment d'énergie, donc ça veut donc dire que le chakra va avoir plus d'énergie à l'intérieur et moins, donc il va plus absorber d'énergie qu'en remettre, tout simplement, qui va entraîner des congestions énergétiques, entre autres, qui peuvent entraîner des perturbations à long terme et des problèmes de santé. Et on trouve également des états de surcharge, c'est-à-dire que tant dans l'hyperactivité que dans l'hypoactivité, on va constater qu'il y a une forme d'accumulation énergétique qui va se faire, qui va devenir des surcharges. Alors, dans le cas d'hyperactivité, ça va plus se traduire par de l'inflammation, par une sécheresse, c'est-à-dire que les liquides du corps vont s'assécher parce que l'hyperactivité va surchauffer l'énergie du corps, donc il y a une forme de sécheresse qui va en résulter. Dans le cas de l'hypoactivité, c'est plus une condensation, c'est plus à quelque part un effet d'énergie quelque part qui va stagner finalement. Alors c'est plus ça qu'on va retrouver. Et finalement, il y a l'état d'épuisement, qui est un état qui est en relation avec le chakra épuisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable d'absorber de l'énergie, il n'est plus capable d'en émettre, il est dans un état justement d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'énergie, il n'est plus capable donc de recevoir et d'émettre de l'énergie. Et à ce moment-là, c'est un indice de trouble de santé souvent qui va être associé à ce type de perturbation-là. Alors, c'est cet état-là, finalement, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est de définir que pour chacun de ces états-là, par rapport à chacun des chakras, il y avait donc des états de conscience qui pouvaient être associés à cela, ce qui m'a amené à développer 49 types psycho-énergétiques associés au chakra, qui sont présentés dans le cadre des enseignements. Et il y a des projets d'écriture qui sont associés à ça pour bientôt, qui nous permettent donc de simplement avoir un genre de grille de mesure. Est-ce que vous allez me dire, est-ce que seulement 49 types psychoénergétiques associés au chakra? Bien sûr que non. Il y en a à l'infini. Sauf que ces 49-là nous permettent déjà d'avoir comme un genre de grille de lecture qui facilite, je dirais, le développement de l'intuition et qui nous aide à avoir un sentiment de plus savoir où est-ce qu'on en est dans cet univers immensément vaste qu'est le monde de l'intuition. Alors, c'est pour ça que j'avais cherché donc à développer cet aspect-là qui, je jugeais quelque part, pouvait être effectivement aidant pour parvenir donc à pouvoir effectuer donc un soin. Alors donc, la multiconscience thérapie, qu'est-ce qu'elle permet de faire d'un point de vue plus pratique? C'est que si je rencontre effectivement une personne qui se sent dépressive, par exemple, ben moi, je peux travailler sur la dimension dépressive chez cette personne-là, qui va se manifester dans son propre champ énergétique sous la forme d'un personnage dépressif. Et moi, je peux donc à ce moment-là interagir avec cette mémoire-là, interagir sur ces chakras. Donc, je peux faire un équilibre des chakras de la mémoire qui se localise dans le champ de mon partenaire. Donc, comprenez que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que si je fais cela, je travaille sur la mémoire en question, je me permets de mieux comprendre la raison d'être de sa présence, mais je me permets également de pouvoir déprogrammer la charge émotionnelle et psychologique qui est associée à cela, et ça me permet évidemment aussi de pouvoir favoriser une plus grande circulation énergétique dans la mémoire en question, qui va faire que souvent, la mémoire, lorsqu'elle est plus équilibrée, va se réunifier à mon être. C'est ça un petit peu l'intérêt de pouvoir effectuer un type de soin comme celui-là. Alors, je vous avais dit donc que j'allais faire une présentation plutôt courte concernant donc les chakras. C'était juste pour vous donner un genre de petite introduction au sujet. Si vous avez des questions sur le sujet, que vous aimeriez que j'approfondisse, ben vous pourriez me le faire savoir tout simplement par des questions que vous pourriez me poser dans le chat. Et après ça, on ira vers les démonstrations comme je l'avais promis, où j'essaierai donc de vous présenter concrètement comment fonctionne la psycho-énergétique des chakras d'un point de vue plus pratique.
Alors, quand vous êtes prêt, vous pouvez donc me faire savoir si vous auriez des questions que vous auriez envie de me poser. Tout le monde peut faire ça ou il faut avoir un don? C'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est une question qui m'est très, très fréquemment posée. Euh, je peux vous parler de moi déjà pour commencer. Quand j'ai commencé, j'ai rencontré donc un guérisseur qui s'appelait Ron Young, un Américain. Je ne savais pas du tout je savais ce qu'était l'intuition. Je savais vaguement ce qu'était la clairvoyance ou la voyance. J'étais un peu fasciné par ces choses-là, mais je n'avais pas de particularité. Je n'avais jamais développé ces habiletés-là. Et quand j'ai suivi l'enseignement avec lui, j'ai constaté que j'avais une grande facilité. Cette grande facilité m'a un peu surprise parce que je n'avais pas présumé que ça allait être facile pour moi. Je n'avais pas identifié ou je n'avais même pas réfléchi à l'idée. J'y étais d'une façon un peu comme un curieux, enfin. Hein. Donc, j'y étais avec le souci de connaître, de découvrir, mais sans trop savoir si ça allait bien se passer. Et comme ça s'est bien passé, bien évidemment, je me suis lancé là-dedans parce que j'ai eu un grand coup de cœur, j'ai eu un grand intérêt à poursuivre. Maintenant, ce que j'ai observé, par contre, l'entourage du groupe dans lequel j'étais, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient énormément de difficultés à progresser et à cheminer dans le travail intuitif. Donc, la question de don est intéressante parce qu'évidemment, je me suis posé cette question-là, à savoir est-ce que j'avais quelque chose de spécial, moi, pour une facilité à le développer, alors que d'autres ne parvenaient pas à le développer. Okay? C'est ça un petit peu la question que je me suis posée. Et puis, avec le temps, après cette formation que j'ai suivie pendant 3 ans, j'ai vraiment voulu prendre une distance par rapport à l'enseignement que j'avais reçu et j'ai voulu comprendre parce que comme c'était un enseignement qui était très pratique, on ne nous enseignait pas vraiment concrètement, on ne donnait pas de théorie, on ne nous expliquait pas vraiment les choses. Donc, je ressentais, moi, le besoin de comprendre parce que j'avais une facilité, mais je ne comprenais pas nécessairement comment ça se passait. Donc, c'est là que je me suis intéressé à lire, je me suis intéressé à lire beaucoup de livres en fin de compte parce que je voulais vraiment comprendre. Et ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que quand on ne sait pas comment fonctionnent les choses, on ne peut pas les développer. Et pour moi, la notion de don, où est-ce qu'elle se situe? C'est que certaines personnes, dont je fais partie, qui peuvent facilement développer ces habiletés-là parce qu'ils ont une forme, je dirais que les frontières corporelles que je pouvais avoir à cette époque-là pouvaient être des frontières corporelles plutôt faibles. Donc, le fait que mon corps physique n'avait pas de frontières, ça veut donc dire que je ne reconnaissais pas que mon corps physique était une matière d'une façon propre. C'était facile pour moi de concevoir que ma conscience me permettait de voyager. Alors, je pense que les gens qui ont une capacité donc à développer ces habiletés-là facilement sont des gens qui ont une certaine facilité à la compassion, une certaine facilité à l'ouverture vers les autres, une certaine facilité à s'oublier aussi vers les autres parce que justement, leurs frontières corporelles ne sont pas tournées vers eux-mêmes, mais sont tournées davantage vers les autres. Est-ce que ça veut dire que tous les autres ne peuvent pas développer cette habileté-là? Je ne dirais pas cela. C'est-à-dire que quand on comprend comment ça fonctionne, on comprend que le corps que j'ai est une antenne. Et cette antenne-là, si j'apprends à la développer, ben, je peux faire vibrer dans toute l'antenne que je suis la vibration nécessaire pour que je puisse développer une habileté intuitive. L'autre chose aussi qui est très importante, je pense, dans cette notion de l'intuition, c'est que quand on ne comprend pas comment ça fonctionne, on a l'impression que c'est comme quelque chose qui va se manifester à nous comme un miracle. Et je vous dirais que c'est un outil. Alors l'outil, moi je l'enseigne, donc je sais bien quelque part qu'il y a certaines personnes qui vont se contenter de très peu dans le développement de l'intuition, se disant, ben moi, je suis content je vois peu de choses, mais je suis content avec ça parce que les gens sont contents autour de moi. Et l'idée que moi, j'ai voulu développer dans la pratique que j'ai présentée, c'est que j'ai vraiment voulu présenter toutes les applications de l'intuition. Donc, on parle de l'intuition classique, la clairvoyance, la clairaudence, la clairsentience, la médiumnité, le channeling. Pour moi, c'était important, la communication animale. Pour moi, c'était important de toucher tous les grands secteurs du domaine intuitif pour être capable de présenter une méthode d'enseignement. Et la méthode d'enseignement, qu'est-ce que c'est? C'est que justement, plus je comprends quelque part que le véhicule qui va me permettre de développer mon intuition, c'est l'imaginaire, plus j'apprends à développer mon imaginaire pour être capable de jouer avec. Alors, jouer avec, ça ne veut pas dire d'imaginer des choses, de s'inventer des histoires. C'est de comprendre que l'imaginaire, c'est un véhicule. Le véhicule, par exemple, me permet, moi, de me mettre en relation avec toi, Daniel, ou avec toi, Christiane, ou avec quelqu'un d'autre dans la salle.
C'est-à-dire que je peux donc, par le biais de mon imaginaire, voyager en moi comme voyager chez un partenaire. Et que quand je commence à comprendre cela, je commence à constater que dans ce jeu imaginaire-là, il y a une forme de sagesse qui va se manifester. Et c'est ça la beauté de la chose. Et c'est là qu'on peut vraiment parler de développement intuitif. C'est-à-dire que cette capacité de communication et d'échange qui s'effectue entre moi et un partenaire va m'amener à comprendre mon partenaire sans que lui-même me dise quoi que ce soit verbalement. C'est-à-dire que je vais être capable de percevoir en lui simplement en étant en captation de ce que son rayonnement ou de son champ énergétique manifeste. Donc, pour répondre à la question, je dirais que tout le monde peut le développer, mais évidemment, pour arriver à le développer à des niveaux, des compétences qui sont assez bonnes, il faut certainement un entraînement. Alors, il y a des gens qui ont des grandes facilités, qui pourraient se contenter de cette grande facilité-là, puis pas aller très loin. Donc, ils ne développeraient pas leurs habiletés intuitives très fortement, même s'ils ont des grandes habiletés. Et d'autres gens qui ont beaucoup moins d'habileté pourraient aller beaucoup plus loin parce qu'ils décideraient de développer leur outil d'une façon beaucoup plus importante par une pédagogie, par un entraînement régulier, etc. Donc, tout ça pour dire justement que tout le monde peut le développer. Bien évidemment qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, mais quand on comprend la méthode, c'est possible de le développer en tous et chacun. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Daniel. Alors, évidemment, s'il y a d'autres questions, vous pouvez évidemment m'en faire part, puisque je me ferai un plaisir, évidemment, de pouvoir répondre à toutes les questions. Christiane me dit, est-ce que le tempérament d'une personne correspond à son chakra dominant? Passe-t-on tout au long de notre vie par tous les états psycho-énergétiques? C'est une bonne question, Christiane. Ce que je dirais ici, c'est que dans cette notion de typologie, quand j'ai voulu développer ça, j'ai voulu mettre en évidence qu'il y avait 49 principales dynamiques psycho-énergétiques qu'on retrouvait chez les êtres humains. Mais c'est bien évident qu'un être humain pourrait en développer qu'un certain nombre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si je suis très figé, ma personnalité ne se développera pas et ne se développera pas à travers les 7 chakras. Hein, donc, ça veut donc dire que si on développe les 49 états tout au long de notre vie, ça voudrait dire que j'aurai donc vraiment expérimenté pour chacun des chakras toutes les possibilités énergétiques que j'ai décrites tout à l'heure. Évidemment, il peut y avoir, ça peut arriver, hein, que tout le monde peut, mais ça sous-entendrait évidemment qu'on être humain s'épanouisse dans toutes les sphères de son développement humain et qu'il ait pu expérimenter tant l'aspect donc de l'épuisement que de l'aspect de l'équilibre et qu'il aurait donc vraiment vécu à travers sa vie une vie dans laquelle il aurait vraiment appris à reconnaître à quelque part les différents états de conscience et qu'il aurait appris donc à voyager autour de ceux-ci pour les exprimer pleinement. La majorité des gens, je dirais, vont avoir un chakra dominant qu'ils vont beaucoup développer, un ou deux ou trois chakras dominants, et qu'ils vont beaucoup vibrer dans ces deux, trois chakras dominants-là pendant un long laps de temps. Et à travers le développement, il se peut que d'autres chakras se développent, selon, encore une fois, le développement humain de la personne en question. Hein, parce que si une personne décide de peu développer la structure de ses chakras, ben, quelque part, ces chakras-là ne se développeront tout simplement pas. Donc, on ne pourra pas donc accéder à l'énergie, pourrait-on dire, associée à ce chakra-là. Je dirais aussi que les gens qui ne connaissent pas les chakras vont les développer de toutes les façons aussi, puisque la vie, hein, elle ne s'adresse pas uniquement aux gens qui croient aux chakras. Hein, la vie, à quelque part, elle est reliée à des règles et des lois, et les chakras sont donc sont donc des structures énergétiques dans notre aura qui vont émettre une certaine information dans le champ énergétique, et la loi de l'attraction vont faire que mon champ énergétique va attirer vers lui des relations, des personnes, et selon les chakras qui sont dominants en moi, selon les chakras qui sont dominants chez les autres personnes que je vais côtoyer, il va y avoir donc des dynamiques énergétiques, psycho-énergétiques qui vont se former et qui vont faire évidemment que on pourrait appeler ça la loi du karma, c'est-à-dire que je vais attirer à moi des gens qui vont m'amener à faire un travail sur moi-même, et tant et tant que ce travail-là, je vais avoir à le répéter, répéter, répéter parce que je n'en ai pas compris la leçon, ben, je vais me retrouver dans une position figée dans ma propre expérience. Et quand je vais arriver donc à me libérer, à me dégager de cet aspect figé-là, ben, je vais pouvoir accéder à d'autres niveaux de conscience. Donc, vous comprendrez que le développement des chakras se fait beaucoup à travers la connaissance de soi et à travers ma capacité justement à envisager un potentiel expansif en moi. Le potentiel expansif, c'est un peu comme des chakras qui sont endormis, que je reconnais comme étant des potentiels qui sont en moi que je n'ai pas développés et que lorsque je reconnais qu'ils sont là, ces potentiels évolutifs-là, et que je cherche à les développer, ben, je vais pouvoir donc m'ouvrir à une expansion de conscience de plus en plus importante. Et c'est ça un petit peu l'objectif qu'on va se fixer tout au long
du développement de notre vie, hein, c'est de reconnaître de plus en plus qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est pas notre passé que nous sommes. Notre passé, c'est souvent des mémoires figées qui sont reliées à des blessures et auxquelles on s'est identifié et qui font qu'on n'est pas capable d'accéder à qui nous sommes, justement. Ce que l'on est, c'est derrière ces mémoires-là, ces blessures émotionnelles-là, il y a à ce moment-là des, euh, des potentiels évolutifs que j'appelle qui sont présents, mais ces potentiels évolutifs, pour que je sois capable d'y accéder, il me faut être capable de me libérer des programmations mémorielles. Et c'est comme ça que je vais pouvoir tout doucement m'actualiser dans mon essence fondamentale. C'est un peu ce que je dirais, Christian. Alors, je ne sais pas, j'ai bien répondu à la question que tu avais concernant donc les chakras et leur expérimentation tout au long de la vie. Donc, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez poursuivre. Moi, je vais tâcher d'y répondre selon ma connaissance. Et évidemment, tout doucement, on peut se diriger vers la démonstration, les démonstrations, puisque c'était un peu ce qui avait été promis. Donc, j'avais parlé d'une petite conférence et ensuite, on allait se diriger vers une présentation, des démonstrations, en fin de compte, avec des questions que vous pourriez avoir qui peuvent concerner votre vie à vous, personnelle, ou encore des thèmes plus généraux. C'est comme vous le souhaitez. Alors, quand vous êtes prêt, ben, vous pouvez me faire part de questionnements que vous pourriez avoir, puis je tâcherai donc de pouvoir y répondre. Il y a un thème que je n'ai pas abordé dans les chakras, quelque part dans la petite présentation. Donc, Daniel, vas-y, tu peux poser des questions. Moi, je vais simplement poursuivre sur un thème sur la Kundalini. C'est un thème, évidemment, qui est souvent, dont on entend beaucoup parler autour des chakras. Alors, il faut savoir que cette fameuse montée de la Kundalini, elle est directement en liaison avec un certain travail que l'on effectue. Alors oui, il peut y avoir des montées de la Kundalini, pourrait-on dire, qui se font au niveau inconscient, c'est-à-dire que subitement, sans qu'on sache pourquoi, il y a des effluves énergétiques qui se produisent. Mais si on gratte un petit peu, on va bien prendre conscience que ces montées de la Kundalini sont étroitement en relation avec donc des prises de conscience qui s'effectuent en nous, qui nous amènent justement à libérer l'énergie qui se relocalisait davantage dans nos organes génitaux, par exemple, pour se diriger vers des chakras supérieurs et nous amener donc à un épanouissement de l'être. Et c'est ça vraiment qu'on va chercher à développer tout au long de notre vie. Alors, évidemment, donc, la montée de la Kundalini, est-ce qu'on doit activer ça? Mais non, c'est pas quelque chose qu'on doit activer, c'est quelque chose qu'on doit simplement accueillir et apprivoiser tout au long de notre cheminement de vie, comme un phénomène naturel qui va nous permettre simplement de pouvoir actualiser ou conscientiser, disons, que nous sommes en train de libérer notre champ énergétique pour que la structure énergétique circule de mieux en mieux. Donc, Daniel, le passage à l'action me pose problème. Est-ce le chakra du plexus solaire? Donc, Daniel, donc je vais regarder ça. Mais ce que je te dirais, Daniel, dans un premier temps, moi, ce que je perçois de toi dans un premier temps, c'est un peu quand on dit, par exemple, une personne qui panique. Voilà. Une personne qui panique, c'est une personne justement qui se dit qu'elle pourrait faire ça de telle façon, de telle autre façon, de telle autre façon, de telle autre façon, mais elle est tellement à l'aise et tellement habile dans cette capacité qu'elle a d'envisager les diverses solutions, les diverses façons de faire, qu'elle en arrive justement à ne plus savoir comment le faire. Un peu comme quelqu'un qui devient un peu comme un témoin de sa propre vie. Alors, je deviens tellement témoin de ma propre vie, je vois tellement toutes les possibilités qui pourraient être effectuées pour que je puisse vivre, que j'en arrive effectivement à devenir un observateur de ma propre vie. Et dans cette observation-là, je ne suis plus capable d'assumer ma propre vie, puisque je ne suis plus capable de l'habiter, cette vie-là. Alors, c'est certain que ça cache, ça, évidemment, une peur de souffrance. Et la peur de souffrance, bien évidemment, c'est le thème qu'on va aborder, mais je vais te demander d'abord, Daniel, comment tu reçois ce que je viens de te donner comme information? Juste pour me dire un petit peu, est-ce que si ça te parle, ce que je viens de te dire, ok, ça ne te parle pas du tout. D'accord, ok, c'est bien, c'est intéressant. Euh, on va simplement poursuivre, si tu veux bien, dans la démarche pour comme apprivoiser un petit peu l'idée, puis tu vas me dire si ça te parle davantage. Alors, pour moi, quelque part, cette notion, pour répondre à ta question, si c'était le chakra solaire, euh, oui, mais c'est ça pour moi. Comme je te dis, laisse-moi approfondir, puis on va regarder ça un peu. Moi, je te dirais que c'est le chakra sacré qui est en jeu dans cette démarche-là.
dans le chakra sacré parce que dans le chakra sacré, ce que je perçois justement, c'est que, tu sais, quand on est un enfant, par exemple, on doit faire des actions, des gestes. On doit déposer nos pieds sur le sol et faire certaines actions, certains gestes pour arriver à concrétiser certaines actions que l'on veut manifester, etc. Puis, moi, j'ai l'impression que toi, tu as pu faire des choses qui t'ont donné l'impression, tu sais, tu as pu faire des choses qui pouvaient être pour toi des choses que tu aurais pu dire, waouh, je fais quelque chose de bien. Et ton entourage a peut-être pas été en mesure de donner un sentiment que tu faisais correctement les choses. Tu n'as pas eu ce sentiment quelque part que malgré que tu as fait quelque chose que toi tu jugeais comme étant quelque chose de très bien, que eux n'avaient pas nécessairement été derrière toi pour te dire oui, c'est très bien ce que tu viens de faire. Donc, ça t'a amené une forme de découragement. Moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est-à-dire une forme de découragement en te disant, ben, quelque part, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire quelque chose si, oui, là, ça te parle mieux. Si tu parles, donc, ça te parle mieux. Donc, effectivement, donc, tu vois, c'est ça un peu. Puis pour moi, selon moi, ça t'a amené à te dissocier. Dissocier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un corps physique et ma conscience, c'est comme déplacé de mon champ physique pour observer mon corps physique. Pour ne pas être dans mon corps physique, parce que si je suis dans mon corps physique, je vis trop de, pourrait-on dire ça comme ceci, trop de souffrance. Parce que je me sens, entre guillemets, jugé, je me sens, tu vois, il y a comme une forme de, on a envie quelque part d'être apprécié, d'être accepté, d'être accueilli, et on ne peut pas le faire parce que justement, le regard extérieur semble nous porter un préjudice. Hein, c'est comme si comme ça qu'on avait la façon de voir les choses. Je ne sais pas si si tu me suis par rapport à ça. Parce qu'à ce moment-là, oui, OK. À ce moment-là, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est qu'on va donc travailler, si tu veux bien, avec dans le contexte de la multiconscience thérapie, je te disais qu'on pouvait travailler avec des états de conscience. Alors, peut-être qu'on pourrait travailler sur un état de conscience que je perçois chez toi. Euh, ouais, mais c'est ça, ça me surprend pas parce qu'effectivement, il y a un manque d'enracinement. Hein. Cette notion de pouvoir sortir de son corps, pour moi, est un indice de manque d'enracinement et une volonté, une forme de façon de se protéger de l'extérieur en sortant de son corps. Tu vois, c'est un peu la chose qui était présente. Et euh, ça, c'est une chose. Donc, moi, ce que je vais t'inviter à faire, mais ce que je vais essayer de faire pour toi, c'est que je vais travailler sur cette facette de toi. Tu parles tu peux sortir de ton corps, donc on va travailler sur cette facette de toi qui sort de son corps, qui a développé cette habileté à ne pas être présente à elle-même, physiquement parlant. Et je vais te dire qu'est-ce que je perçois, puis on va procéder comme ça, si tu veux bien. Ça te va? Donc, je vais te dire qu'est-ce que je perçois d'elle, de cette image-là de toi. Ça, ça, ce que je perçois de cette facette-là de toi qui sort de son corps facilement, c'est comme une partie de toi que je présente ça comme ceci, qui est comme un peu blessée, qui est comme découragée, qui se dit à quoi ça sert de vivre, pourquoi justement je devrais habiter mon corps. De toute façon, personne ne se rend compte quand j'habite mon corps. C'est un peu comme si j'étais absente, comme si les gens ne se rendaient même pas compte que j'étais là. Donc, pour moi, c'est démotivant d'envisager d'être dans mon corps, puisque d'être dans mon corps, c'est davantage de la souffrance pour moi, parce que quand je suis dans mon corps, et que je vois les autres ne pas voir qui je suis, ne pas porter attention à qui je suis, ça me fait souffrir énormément. Donc, j'aime mieux ne pas être dans mon corps, parce qu'en n'étant pas dans mon corps, ben, au moins, je peux me retrouver dans une position, justement, où je peux, à quelque part, il y a une forme de souffrance dans cette idée-là aussi. Mais c'est un peu comme ça, quelque part, on avait l'impression qu'on pouvait fuir. Et c'est une impression, parce qu'on ne fuit pas véritablement là-dedans, mais c'est une impression. Et que cette impression nous donne le sentiment qu'on peut se protéger des gens ou de l'extérieur de cette façon-là, même si c'est pas vrai. Parce que même si on effectue cela, il y a, pour moi, en tout cas, je sens qu'il y a de la souffrance quand même qui est présente, ce qui fait que tu es dans une impasse présentement dans ta vie, parce que tu te rends compte justement que tu n'as plus de possibilité de fuir. Il te faut maintenant trouver une solution par rapport à ça. Et c'est ça qu'on va essayer d'aborder maintenant, si tu le veux bien. Peut-être que tu peux me confirmer si tu me suis bien par rapport à ce que je viens de te dire. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps
de prendre cette énergie qui est à l'extérieur de ton corps, puis de l'amener dans ton corps. Ça, c'est un peu l'action que je vais chercher à faire, et je vais te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu vois, la première chose que la réaction que je vois chez toi, c'est comme si tu me disais que tu as très peur de renouer contact avec ton corps, parce que si tu renoues en contact avec ton corps, il y a quelque chose de l'ordre de la blessure qui va être présente. La blessure, c'est un peu comme le sentiment d'humiliation. Tu vois, quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a humilié, qui t'a trompé, qui a fait plein de choses à quelque part qui n'ont pas été correctes envers toi et qui font que c'est très douloureux pour toi de le voir, de voir ça. C'est un peu comme si on aimait quelqu'un et que cette personne nous trahissait d'une façon constante et continue. C'est très douloureux pour nous de pouvoir envisager qu'on aime quelqu'un, que cette personne-là, effectivement, se comporte avec nous avec autant de, de- avec si peu de gentillesse, tu vois. Et je pense que c'est là, quelque part, qu'on doit apprendre, à quelque part, à travers ça, évidemment, à accueillir, à quelque part, je dirais ça comme ceci, accueillir la souffrance. Alors, accueillir la souffrance, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais accueillir la souffrance, c'est de se rendre compte que la souffrance, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne qu'on a envie de se tenir debout et qu'on n'a plus envie, à quelque part, de faire confiance. Faire confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire confiance à quelqu'un. Quelqu'un pourrait très bien me dire, je ne recommencerai plus. Je ne ferai plus je ne ferai plus de choses pas gentilles envers toi. Mais si on lui fait confiance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et qu'elle recommence à chaque fois, bon, on est en mesure de se dire, ben là, effectivement, je dois peut-être comprendre la leçon. La leçon, c'est que cette personne-là a beau me dire qu'elle ne le recommencera pas, elle semble le recommencer à chaque fois. Donc, moi, je suis déçu de ça. J'aimerais bien quelque part que cette personne-là ne soit pas toujours en train de recommencer, mais elle recommence à chaque fois. Donc, ça m'amène à quelque part, moi je vois ça un peu comme dans la région de ton ventre, tu vois, comme s'il y avait une masse émotionnelle qui quittait ton champ énergétique. Et cette masse émotionnelle, c'est vraiment comme des lianes, mais des lianes un peu comme des chaînes qui te reliaient à d'autres êtres humains. Et le fait que tu te défasses de ces lianes-là, ben pour moi, c'est un peu comme si tu renouais contact avec une réaction émotionnelle. La réaction émotionnelle, c'est se dire, j'en ai assez, je n'ai plus envie de ça. Alors, je n'ai plus envie de ça, ça veut donc dire quelque part que j'apprends donc à me protéger et à reconnaître que je suis très en colère. Très en colère, c'est un peu comme l'énergie du ventre qui descend vers tes pieds et qui t'amène à te dire j'en ai assez. Et là, tu deviens beaucoup plus combatif parce que tu n'es plus dans le désir quelque part d'être en relation avec quelqu'un, mais tu es vraiment dans le désir justement de te respecter et de te faire respecter. Et que dans ces conditions-là, ça veut donc dire que tu deviens soupe au lait, pour moi, susceptible, que tu deviens réactive, trop réactive peut-être, mais en même temps, c'est nécessaire quelquefois de passer par une étape de trop grande réactivité lorsque ça fait trop longtemps qu'on est trop passif, je dirais, tu vois. Alors, j'ai l'impression que tu es en train d'apprendre à renouer contact avec une force intérieure qui est en toi. Et cette force intérieure-là, ben, te permet justement de te retrouver dans une position de plus grande droiture, je dirais, envers toi-même. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que je viens de te dire. Ah, tu semblais me dire tout à fait, c'est très juste, c'est très juste. Bon, c'est très bien, ok, je suis content. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que là, on est parti, tu vois, d'une mémoire qui avait peur d'habiter son corps et qu'en remettant dans son corps, on voit maintenant qu'il y a une réaction, un potentiel énergétique qui est là. Ce potentiel évolutif que je viens de te nommer, c'est la voie que tu as à suivre. Alors, cette voie que tu as à suivre, évidemment, est une voie qui est un potentiel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en toi, mais que tu t'es pas habitué à assumer parce que justement, jusqu'à maintenant, tu ne t'étais pas habitué à être à l'écoute de, de cette colère qui est en toi, parce que tu avais plein d'autres façons de voir la situation, de voir la relation, de voir les choses, qui faisaient que tu t'éloignais finalement de cette force et cette puissance qui est en toi. Et là, je pense que le potentiel évolutif que la vie te propose de prendre, c'est d'assumer cette force-là, cette puissance-là d'une façon plus importante. Je ne sais pas si tu aurais des questions maintenant pour qu'on précise les choses, peut-être avant de terminer par rapport à cette question que tu avais, si tu veux bien. Donc, si tu as des questions pour me préciser, pour que je te précise peut-être avant de simplement conclure pour la démonstration que j'avais à faire avec toi. Donc, une question qui pourrait t'aider à mieux cerner peut-être le cheminement. J'ignore comment sortir de la colère.
Donc, évidemment, la colère, quelque part, elle a deux facettes chez toi, hein. La colère, c'est d'une part la colère. La colère, c'est une force, hein, c'est une force, il faut quand même le voir comme ça. Mais en même temps, dans ton cas, c'est un peu comme si on pourrait te dire, tu peux toujours manifester ta colère, je sais que tu ne feras rien avec. Je sais que tu n'assumeras pas cette colère-là. Parce que la colère, qu'est-ce que c'est? C'est comme une l'énergie. Alors, si je suis en colère, puis je dis à quelqu'un, je suis en colère contre toi, puis que finalement, je ne fais rien d'autre que lui dire que je suis en colère contre elle, puis que la personne comprend que finalement, j'ai beau, on pourrait dire ça comme ça, japper, je ne mords pas, ben quelque part, cette personne-là elle va comme apprendre à ne pas me respecter, parce qu'elle va comprendre que qu'elle a beau ne pas me respecter, ne pas faire des choses juste envers moi. Si moi, je ne m'assume pas, puis que je ne me respecte pas, ben cette personne-là va continuer à le faire, à faire comme si rien n'était. Et il y a donc une dynamique malsaine qui va s'installer. Donc, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est que tu as certainement, toi, à comprendre à quelque part qu'au fond de toi, tu as une forme d'impuissance. C'est-à-dire que cette colère-là dont tu parles, elle est liée à de l'impuissance. C'est-à-dire que j'ai beau vouloir me mettre en colère contre quelqu'un, par exemple, cette colère-là, elle est totalement reliée à de l'impuissance. C'est-à-dire que je sais pertinemment que si je me mets en colère, ça ne changera rien. Et comme ça ne changera rien, ben ça ne vaut pas la peine que je me mette en colère. C'est un peu la réflexion que tu pourrais avoir. Et puis moi, je pourrais te dire ça comme ceci, c'est que c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que si tu es en colère et que tu apprends à... Puis être en colère, ça ne veut pas dire de crier, ça ne veut pas dire de gueuler, ça ne veut pas dire de tout casser. Ça veut juste dire d'assumer une énergie. Et cette énergie d'assumation, pour moi, elle touche le respect dans ton cas. C'est-à-dire, est-ce que je me respecte? Alors, au lieu de parler de comment sortir ta colère, j'aimerais ça que tu prennes le temps d'évaluer de quelle façon que tu peux te respecter. Parce que dans le respect, tu vas constater que l'énergie de colère va se manifester d'une façon constructive que j'appellerais. Parce que quand on se respecte, on n'accepte pas n'importe quoi de la relation qu'on a avec les gens. On apprend donc à se reconnaître le droit d'exister. Et comme on se donne le droit d'exister, ben, on apprend justement à valoriser à l'intérieur de nous-mêmes une puissance, une force que je pourrais dire évolutive, hein, qui peut se manifester à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne sais pas comment tu reçois cette idée-là. Alors, oui, c'est une très bonne idée qui me parle beaucoup. Effectivement, donc, cette notion de respect, ça serait de dire, est-ce que je me suis respecté aujourd'hui? Donc, prendre le temps, un petit journal intime, où tu prends exactement le respect de toi. Donc, tu prends le temps de regarder, est-ce que je me respecte aujourd'hui? Est-ce que je me suis respecté à la fin de la journée, par exemple? Est-ce que je me suis respecté? Si je ne me suis pas respecté, qu'est-ce que je pourrais faire demain pour me respecter davantage? Donc, tu vas apprendre à t'accompagner dans cette idée du respect, parce que le respect, finalement, c'est plus je suis en colère contre toi, je suis en train de me respecter. Et parce que je me respecte, je ne ferai plus telle chose pour toi. Donc, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en train de t'exprimer plein de frustration, plein de mécontentement. Je suis juste en train de te dire que parce que je me respecte, j'ai plus envie de faire un certain nombre de choses pour toi que je faisais avant parce que je ne me respectais pas. Donc, tu vas déjouer finalement cette notion de colère-là parce que tu vas comprendre que la colère, elle est reliée à de la blessure chez toi parce que les gens qui étaient autour de toi ne t'entendaient pas et ne te respectaient pas dans cette colère-là. Alors, le fait que tu te respectes toi, ben, va t'amener effectivement à te désister de la relation, des relations qui ne sont pas positives pour toi, et de te permettre donc de mieux respecter qui tu es. Et en te respectant mieux, tu vas pouvoir envisager de développer des relations avec des gens qui vont plus aussi, qui vont mieux te respecter également, parce que tu vas reconnaître justement les balises de ce que tu veux d'une relation. Les balises d'une relation, ça veut dire quoi? C'est quoi que tu veux d'une relation? C'est important cette question-là parce que j'ai l'impression que chez toi, il y a beaucoup comment dire, de déstructuration dans les relations. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de malléable. Hein, tu l'as dit, tu n'as pas de corps. Tu es, toujours en train de sortir de ton corps. Donc, tu es malléable. Et malléable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait n'importe quoi avec cette personne-là. J'exagère en le disant. Mais quand on fait n'importe quoi, ça veut donc dire que dans une relation, tu peux accepter beaucoup de choses. Ça veut donc dire que tu peux arriver à ne plus savoir ce que c'est qu'une relation, tellement que tu as accepté plein de choses, qui fait que tu t'es éloigné de tes propres valeurs. C'est pour ça que c'est très important pour toi de prendre un papier et un crayon et de définir c'est quoi tes valeurs.
pour que tu apprennes justement à renouer contact avec une forme de cadre relationnel qui va te permettre donc de pouvoir développer des relations plus intéressantes avec ton entourage à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, donc, Daniel. Alors donc, finalement, peut-être pour poursuivre pendant que Daniel me répond. Oui, ça me parle bien, c'est très doux comme travail. Effectivement, ben, je pense que c'est ça que tu as besoin aussi, quelque chose de très doux. Tu es quelqu'un qui a besoin de cette douceur-là, et je pense que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir avoir envie de ramener à ton corps, c'est de sentir justement que ce corps-là n'est pas un corps de souffrance, mais un corps justement qui peut être agréable et bienfaiteur, et on peut se sentir bien dedans. Je pense que c'est ça qui est important pour toi de définir cela. Alors, si tu veux bien, on va s'arrêter ici, donc Daniel, pour la petite démonstration que j'avais à faire avec toi. Ça te convient? Et puis, pendant que Daniel va me répondre, ce que je pourrais vous dire, c'est que dans cette démonstration-là, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai peut-être pas défini, bienvenue Daniel, défini tout ce que je faisais, mais vous l'avez compris, c'est un jeu imaginaire. C'est-à-dire que Daniel, elle est là, devant mon écran, je la vois pas, elle me voit, c'est vrai, mais moi, je la vois pas. Et évidemment, le fait je me mets en relation avec elle, et en me mettant en relation avec elle, qu'est-ce qui se passe? C'est pas miraculeux. C'est-à-dire que j'utilise le support imaginaire pour me syntoniser avec Daniel. Et quand je me syntonise avec Daniel, j'ai des images, des sensations ou des mots qui vont se manifester à moi. Et là, je vais commencer à interagir avec. Alors là, donc, à travers cette interaction-là que je vais faire avec Daniel, c'est ce que j'ai fait quand j'ai été chercher, par exemple, l'image de Daniel qui était sortie de son corps pour la ramener dans son corps. C'était une action thérapeutique que je faisais. Mais cette action thérapeutique-là se faisait dans le support imaginaire et qui m'amenait donc à prendre son énergie, un certain niveau de conscience de son énergie et de la ramener dans son unité potentielle de son corps physique et d'observer qu'est-ce qui se passait. C'est là qu'on constate qu'il y a des réactions qui se manifestent et c'est ces réactions-là qui vont nous amener justement à comprendre qu'est-ce qui peut être fait pour amener un processus de guérison à prendre forme chez un partenaire. Si je l'avais fait sur moi, c'est exactement la même démarche que j'aurais effectuée ou à peu près. Évidemment, comme je le fais sur moi, c'est un peu différent, mais on procède un peu de la même façon. Alors, c'est un peu l'essence de la pratique intuitive que je propose, hein, c'est d'apprendre vraiment avec une série de techniques. Là, on a parlé des techniques sur les chakras, il y a des techniques d'auto-guérison, des techniques de déprogrammation, il y a des techniques évidemment donc d'accueil, il y a des techniques effectivement qui vont être basées sur des techniques de guérison de façon plus générale, plus globale. Il y a des techniques donc au niveau de l'âme, des techniques de communication avec les guides, des déprogrammations par les guides. Donc on aborde plein de sujets comme ça qui font qu'on arrive à la fin d'une formation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, à avoir un ensemble de connaissances. Donc, Christiane, peut-être que tu aurais une question, je te le fais juste te poser parce que je sais que tu es là, il y a peut-être d'autres personnes dans la salle. Donc, si vous avez des questions à me poser, ce serait le moment également, si vous en avez le désir et le souhait. Christiane, Christiane. Bon. Sylvien, hier, on a parlé de ma difficulté de m'exprimer dans le couple et d'une frustration suite aux vacances. Je veux bien que tu travailles sur mon état de dépression sous-jacent. D'accord. Tu sais, la première chose que je te dirais, Christiane, c'est que il y a vraiment beaucoup de négation. C'est comme ça, je pourrais dire ça comme ça. C'est comme si l'énergie que je perçois de toi, c'est comme une énergie qui a envie de dire j'ai plus de ça, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça. Donc, il y a beaucoup de négation dans la façon qu'elle s'exprime, cette énergie-là. Et en même temps, il y a quelque chose de passif chez elle, comme si elle pouvait dire j'ai plus envie de telle chose, mais elle restait un peu comme dans une position de passivité. Alors, c'est certain que l'aspect dépressif dont tu parles, pour moi, est beaucoup relié à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas justement se retrouver dans une position d'optimisme et de joie de vivre quand on est passif dans une situation qui n'est pas acceptable pour nous ou qui ne nous correspond pas ou qui ne nous convient pas. Donc, inévitablement, il faut reconnaître justement que si on n'est pas bien, il y a deux options. Si on n'est pas bien, on doit définir
qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait être bien, c'est-à-dire quelles seraient les actions, les gestes qu'on pourrait faire pour être bien. Ça, c'est un élément intéressant. Et si on prenait le temps de les faire et qu'on était toujours mal, ben, ça serait de dire, ben, il faudrait prendre une décision à ce moment-là pour finalement ne plus être dans une position d'inconfort envers des situations, envers des gens, etc. Donc, je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Christiane. Puis je vais peut-être tout simplement poursuivre pendant que tu réponds, Christiane. Ce que je sens aussi au niveau des mémoires d'autres vies qui sont associées à ça, c'est un peu comme ça dans tes jambes. Il y avait vraiment comme une femme qui a un certain pouvoir, on va dire ça comme ça, une certaine capacité, un certain pouvoir spirituel, je vais dire ça comme ça. Et cette femme-là qui a un certain pouvoir spirituel, et ça se passe à l'époque de la Rome antique, elle n'est pas capable de s'assumer dans ce pouvoir spirituel-là. Elle a ce pouvoir spirituel-là, mais elle ne se sent pas reconnue, elle ne se sent pas valorisée, elle ne se sent pas elle n'a pas d'estime, elle ne sent pas que les gens l'estiment dans ce pouvoir spirituel qu'elle a. Donc, inévitablement, ça la met dans une position où elle a l'impression même d'être ridiculisée, même d'être vue comme étant une sorcière, mais dans le sens péjoratif du terme. Une espèce de personne un peu folle qui croit à n'importe quoi. Tu vois, il y a quelque chose, un manque. Ça touche un peu l'humiliation, j'irais jusqu'à dire ça, tu vois. Et cette humiliation, bien évidemment, nous amène à nous dire, ben, j'aimerais ça lui montrer à ces gens-là qu'ils ont tort, mais c'est un peu comme on est dans l'humiliation, dans les émotions, on ne parvient pas à trouver la position juste pour être capable de leur montrer à ces gens-là qu'ils sont dans le tort. Je ne sais pas si tu me suis bien par rapport à ça, Christiane. Ce que tu vois, c'est que plus le travail se fait dans cette mémoire-là, plus on consolide l'énergie de tes jambes, puis plus à quelque part, on sent bien qu'il y a quelque chose en toi qui tombe par terre, toi qui tombe par terre dans le sens qu'il y a une genre de colère, de frustration, de mécontentement. J'en ai assez justement d'être humilié. J'en ai assez à quelque part qu'on me reconnaisse pas. J'en ai assez à quelque part qu'on me donne pas de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que si tu en as assez de tout ça, il faut maintenant que tu reviennes vers toi en te disant qu'est-ce que moi je peux me donner comme valeur? Qu'est-ce que je peux faire pour me donner de la valeur, pour que moi, j'apprenne à me lever debout et à commencer justement à reconnaître que moi, je n'ai plus envie de subir des choses qui ne sont pas acceptables pour moi. Alors, si j'apprends à affirmer ça, mais les gens qui sont autour de moi vont apprendre aussi à reconnaître qu'ils ne sont plus en droit de le faire de cette façon-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça, Christiane? Ce qu'on sent, c'est que plus l'énergie circule bien dans tes jambes, puis plus il y a quelque part une genre de force qui se manifeste. Puis cette force-là, c'est un peu comme quelqu'un qui devient de plus en plus ferme. Devient de plus en plus ferme, c'est donc dire quelque part quelqu'un qui commence à reconnaître justement qu'elle a plus envie de partager, tu vois, de partager. Toi, tu me dis, je ne sais plus comment m'en sortir, mais justement, je vais te donner un indice là-dessus. Ne plus partager, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne moins investir dans une relation. Quand on est dans une relation puis qu'on s'investit dans une relation, c'est qu'on a envie que la relation puisse être fluide et circulante et dans laquelle il y ait des échanges. Quand on constate que les échanges qui sont manifestés dans la relation ne sont pas en harmonie avec ce que nous, on a envie que ce soit, c'est-à-dire qu'on se sent un peu humilié, qu'on se sent démoli, qu'on ne se sent pas reconnu, qu'on ne se sent pas accueilli, ben, quelque part, ça ne vaut plus la peine de faire des efforts dans ce sens-là. On doit au contraire se donner l'opportunité de développer notre propre vie. De développer notre propre vie, c'est d'arrêter donc de nourrir une relation qui ne nous convient pas et de porter notre attention vers des activités qui vont correspondre à ce que nous on a envie que notre vie soit. Donc, de se rapprocher de sujets, de rencontres avec des gens qui ont des idées communes aux nôtres. Et c'est là, quelque part, qu'on va commencer à se préserver, je dirais, ou à se protéger d'une certaine façon des influences négatives. Les influences négatives, pour moi, ce sont, par exemple, d'être avec des gens qui sont négatifs, par exemple, et qui n'ont aucune envie de nous poser un regard positif envers nous-mêmes, et que nous, on s'entête à aller voir régulièrement ces gens-là, en se disant qu'un jour, ils vont nous reconnaître.
Je pense qu'il y a un danger là-dedans important et c'est ça qui peut favoriser la dépression. C'est-à-dire que quand on est dans une position où on n'a plus de solution et qu'on se retrouve devant quelqu'un et qu'on essaie de tout le temps se faire aimer de cette personne-là et que cette personne-là ne fait rien comme effort pour nous apprécier, ben quelque part, c'est très dévalorisant et c'est très dénigrant pour soi de poursuivre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que tu dois apprendre à développer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christiane. Parce que tu vois, c'est comme tout lié aussi à l'aspect de la maison, tu vois, comme s'il y avait la possibilité de mettre un lieu, de construire un lieu, tu vois, c'est quelque chose d'assez important à ce niveau-là. Ouais, puis l'idée de construire un lieu, je sais pas si tu as déjà pensé à quelque chose comme ça, mais c'est comme si j'avais l'impression que tu avais un besoin de te faire, d'avoir un lieu, d'avoir un habitacle pour toi. Ça peut être un appartement, ça peut être une location, ça peut être un achat, qu'importe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin de se retrouver dans un espace qui est le sien. Alors, si tu vis avec une personne, ben, de te créer un lieu qui serait un lieu sacré, un lieu que personne, que cette autre personne n'a pas le droit de pénétrer dedans, et dans lequel, quand tu fermes la porte, ben, il n'y a pas le droit de venir te déranger. Quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Je sens que ça serait quelque chose qui serait important pour toi. Je sais pas ce que tu en penses. Puis ce lieu-là, j'ai l'impression que ça pourrait être aussi un lieu dans lequel tu aurais ta propre couleur, tu te permettrais de découvrir qui tu es. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas appris à te découvrir qui tu es tant que ça, parce que ta souffrance intérieure est tellement grande que tu cherches à te faire aimer. Et comme dans la loi de la loi de l'attraction nous l'a si bien enseigné, quand on s'aime pas, pourrait-on dire, la loi de l'attraction nous enseigne à nous mettre en relation avec des gens qui vont juste nous amplifier ce sentiment de ne pas s'aimer. Et on va être confronté donc à tomber dans ce piège-là d'une façon de plus en plus importante. Et ça va nous éloigner quelque part de la confiance qu'on devrait avoir pour développer notre propre estime de soi. J'ai l'impression qu'actuellement dans ta vie, il y a comme des deuils que tu as à faire par rapport à ça et de reconnaître que tu as développé ta propre estime de toi-même, certainement. J'avais l'intention d'acheter, mais pour nous deux, ça ne s'est pas encore fait. Oui, je ne sais pas qui je suis, j'attends beaucoup l'amour de l'autre. Alors, si je comprends bien, tu as l'intention d'acheter, mais pour nous deux, c'est-à-dire que c'est toi qui achèterais pour les deux, c'est ça? Si tu veux peut-être me confirmer pour que je comprenne bien. Parce que là, tu as une belle, comment dire, si c'est le cas, si c'est toi qui vas acheter et que l'autre personne donc ne participe pas à l'achat, c'est toi qui l'achètes et qu'elle elle va vivre avec toi, ben inévitablement, là, tu as une super occasion de mettre des conditions. C'est-à-dire, les conditions, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter une maison et de l'amener cette personne-là chez toi sans mettre des conditions. Et tu n'es certainement pas obligé même d'accepter ça, tu vois. C'est ça, donc tu vendrais où tu vis et tu irais dans un lieu commun. Alors moi, je te dirais que pense-y bien, parce que là, tu as une belle occasion justement de briser quelque chose. Si une personne t'humilie, ben moi, je n'achèterais pas une maison pour l'amener, cette personne-là, dans la maison que j'achète pour qu'elle m'humilie. Je suis assez clair, je pense, là, donc ça veut dire que tu n'as pas à faire ça. Certainement pas. À moins que ça change. Et ça change, ça veut dire quoi? Ça change, ça veut dire quelque part que cette personne-là, finalement, démontre d'une façon constante et continue qu'elle a un désir de te donner l'opportunité de t'épanouir. Ça veut donc dire que cette personne-là va t'assister dans ton épanouissement. Alors, ça veut dire quoi assister dans ton épanouissement? Tantôt, je t'ai parlé de cette femme, de la romantique, qui avait un certain pouvoir spirituel, mais qui avait beaucoup de souffrance parce qu'elle n'avait pas été reconnue. Mais c'est justement ça. Toi, tu as besoin d'un homme qui va te donner le droit de reconnaître ce pouvoir spirituel qui est en toi et te donner la permission de le valoriser, de le reconnaître, de l'accueillir parce que justement, il va te mettre sur un piédestal à quelque part dans cette démarche-là. Alors, tu comprends quelque part que c'est ça fondamentalement le besoin que tu as. Donc, c'est évident que si tu t'entêtes avec des gens qui ne te donnent pas quelque part ce dont tu as besoin, c'est évident que tu ne pourras pas être heureux, tu ne pourras pas arriver à un sentiment de joie de vivre ou de te sentir bien dans ta vie. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire.
Donc, c'est là que ça devient intéressant. Si tu achètes une maison de ton propre chef et que cette autre personne-là, quelque part, bon, elle n'investit pas dans cette maison-là, ben, ça veut donc dire qu'avant même que tu l'acceptes qu'elle soit dans la maison, ben, tu peux mettre des conditions et ces conditions-là te permettent de voir, euh, de bien mesurer avant d'entreprendre cette démarche-là. Alors, présentement, moi, je te dirais que c'est hors de question, d'après ce que je vois, c'est hors de question que cette personne-là puisse vivre dans cet espace-là. Donc, ça, c'est du point de vue que j'ai à ce niveau-là, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Je pense que maintenant, il faut que tu ramènes les pendules à l'heure. Alors, tu dis, oui, c'est moi qui l'avais mis sur un pédestal. Maintenant, il faut que tu ramènes les pendules à l'heure pour lui rappeler quelque part que si la relation peut se poursuivre, il va falloir que ça change. Et ça change dans le sens que toi, tu te donnes la permission à quelque part de te choisir. Et de te choisir, ça veut donc dire quelque part de te reconnaître le droit de faire ton chemin, et que l'autre personne avec qui tu partages ta vie, mais toi, tu t'attends qu'elle vienne te dire, waouh, tu as un chemin qui est super, je le respecte et je l'aime. Parce que je t'aime, je respecte le chemin que tu fais. Alors, la personne n'a pas besoin de partager à 100% tout ce que tu fais, mais qu'elle soit au moins respectueuse de ce que tu fais, ce serait un gros minimum d'après moi, et ce serait tout à fait normal de penser à quelque chose comme ça, tu vois. Donc, c'est un petit peu ce que je te dirais par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu vois, ce que je sens, c'est comme si tu pourrais facilement lui faire part de toutes tes insatisfactions. Autant que lui peut te faire part de ce que lui peut porter comme regard sur toi, j'ai l'impression que toi aussi, tu pourrais aussi porter un regard sur lui qui n'est pas nécessairement positif. Alors, ça se joue à deux, ça. C'est pas l'objectif, hein. Je fais juste part que toi aussi, il y a une forme de frustration et de mécontentement que tu n'as pas admise en toi par rapport à la relation, par rapport à cette autre personne-là, et qui serait peut-être le temps de commencer justement à mettre l'emphase sur quelles seraient les conditions minimales pour que tu puisses accepter d'être en relation avec lui. Et présentement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est certainement nécessaire pour toi de te remettre en question par rapport à ça. Je comprends, mais je pense qu'il est double tranchant, d'où la difficulté de me situer. Mais moi, je te dirais que pour revenir sur cette question du double tranchant, il n'y a qu'un tranchant. D'accord? Je vais te l'expliquer. Si on est heureux avec quelqu'un, la personne peut avoir un aspect bon puis un aspect moins bon. Mais on est heureux avec la personne, puis on accepte, on accueille, etc. Mais dans ce cas-ci, le côté tranchant dont tu me fais, double tranchant, c'est qu'il y a un côté qui est positif, qui est évolutif, etc., mais un autre côté qui ne l'est pas. Et si cet autre côté qui ne l'est pas, qui te dérange, s'il était juste positif, là, plaisant, agréable, harmonieux, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que justement, il y a un côté double tranchant. Et que dans ces conditions-là, tu dois maintenant, toi, te définir par rapport à ce côté double tranchant-là. C'est-à-dire que tu dois reconnaître qu'il y a des qualités, qu'il y a des compétences, qu'il y a des aspects positifs et qui font que toi, tu as envie d'être en relation avec lui. Tu dois reconnaître cependant qu'il y a un autre volet de sa personnalité qui ne te permet pas d'envisager d'être en relation avec lui parce que ce n'est pas acceptable et que ça vient te perturber, toi, dans ton développement intérieur. Ça veut donc dire que cette personne-là, parce qu'elle a un côté qui est moins positif, t'empêche de pouvoir te sentir bien dans ta propre peau. Alors, ça veut donc dire que c'est pas possible d'envisager une relation dans des conditions comme celle-là, à moins que la personne change, à moins que la personne devienne justement quelqu'un qui correspondrait mieux à ce que tu souhaites. Mais pour ça, il faut effectivement que toi, tu apprennes justement à exprimer quelque part ta déception. Parce que moi, je pense qu'il y a une très, très grande déception dans cette relation-là. Et que cette grande déception-là t'oblige aujourd'hui à remettre en question tout ce que tu avais envisagé faire avec cette autre personne-là. Donc, ça veut dire que tu es rendu à une étape de ta vie où tu as besoin de t'asseoir et de te dire, est-ce que j'ai envie de poursuivre avec cette personne-là? Ça ne veut pas dire que tu ne poursuivras pas, mais ça veut dire que tu vas avoir le temps de réflexion que tu vas te donner pour te dire, est-ce que j'ai envie de poursuivre avec cette personne-là? Et si oui, quelles sont les conditions dont j'ai besoin pour que cette relation puisse se développer adéquatement? Et c'est là, quelque part, que tu vas trouver à ce moment-là un genre de matière, pourrait-on dire, pour lui proposer, de dire, regarde, moi, il y a des choses que j'aime pas, je me sens pas bien, etc. Et j'ai besoin quelque part de sentir un homme. Et là, tu as les points positifs de ce que tu aimerais développer dans une relation.
Puis à partir de là, tu peux évaluer si lui est ouvert ou pas. Et s'il est ouvert, mais tu peux lui donner une période de probation de genre 3 mois pour voir si ça va bien se passer. Et en faisant ça, mais si ça ne se passe pas pendant les 3 mois en question, mais tu vas te dire, ben, ça ne vaut pas la peine. Je lui ai donné 3 mois de probation, 3 mois d'essai, et il n'a pas été capable de répondre à mes attentes. Donc, j'arrête la relation. Tu vois, là, je te parle de façon très crue et très directive, hein, mais c'est pour te faire comprendre un peu ce que je perçois quelque part de la situation et comment il faut effectivement arriver à une étape de direction aussi dans une situation comme celle-là. Sinon, on devient tout et rien à la fois. C'est-à-dire qu'on accepte tout parce qu'il y a un côté double tranchant, il y a un côté positif, donc j'accepte le côté négatif parce qu'il est positif, mais finalement, le côté négatif est tellement pris d'ampleur que finalement, le côté positif n'est plus tellement présent. Mais je suis tolérante, j'accepte, j'accueille, et c'est là qu'on tombe en dépression, parce qu'on est devenu quelqu'un de trop adaptable, je dirais, tu vois. Et c'est ça un piège qui peut arriver aussi dans ce genre de situation-là. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ça. Ouais, je pense que tu t'adaptes beaucoup trop et que c'est certain qu'il faut falloir maintenant que tu définisses, tu remettes les balises de ta propre volonté à toi d'être en relation avec lui. C'est où est-ce que tu es prêt à accepter des choses et où tu n'es pas prêt à l'accepter. Je pense que c'est important que tu te positionnes par rapport à ça. Ça va t'aider beaucoup à te donner du coffre, je dirais, à te donner de la matière, à te donner le sentiment que tu existes davantage. Et je pense que ce serait quelque chose de tout à fait positif pour toi de faire une démarche comme celle-là. Qu'en penses-tu? Donc, moi, ce que je proposerais, ce serait de prendre un papier et un crayon et de prendre le temps de définir ce que tu as besoin quelque part pour c'est quoi que tu auras envie de la relation, enfin, qu'on de définir c'est quoi que tu auras envie de la relation et d'évaluer quelque part avec lui de quelle façon que ce que tu as envie pourrait prendre forme et te donner un certain temps pour voir effectivement si ça peut prendre forme comme tu le souhaites. Je n'ai pas suivi. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Est-ce que la mémoire d'autre vie de la Rome antique est une de mes mémoires? Oui, c'est un potentiel qui est en toi qui n'a pas été actualisé. C'est-à-dire que cette mémoire-là a été dans la souffrance et elle s'est sentie pas reconnue. Et la relation que tu as avec cette autre personne-là dynamise ça. C'est-à-dire qu'elle dynamise le sentiment de non-reconnaissance qui est en toi et qui t'enlève de la valeur et qui t'amène à vivre une forme de dépression. Parce que n'ayant pas la valeur que tu souhaites, ben, tu te reconnais comme n'ayant pas de valeur. Et je pense que le fait de travailler sur cette appréciation que tu veux te développer envers toi-même vont t'aider inévitablement à te donner la permission de te dire, ben voilà, moi, j'ai plus envie d'endurer quelqu'un qui me dénigre. J'ai envie que quelqu'un qui me valorise, qui me donne le sentiment que je suis importante à ses yeux. Et c'est là, évidemment, que progressivement, tu vas pouvoir te réapproprier le droit d'être cette femme spirituelle qui va se donner l'opportunité de reconnaître justement son envie de l'assumer, cette spiritualité-là. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Oui, oui, mais comme je te dis, c'est plus que la lueur d'espoir, hein. C'est simplement que tu apprennes maintenant à te tenir debout toi, à te supporter, à t'encourager, à reconnaître cette volonté spirituelle qui est en toi, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de se manifester. Je pense effectivement qu'on pourrait être très dur, très critique avec toi, c'est comme l'être humain peut le faire. Mais je pense que c'est important pour toi de ne plus accepter ce genre de situation-là et de te protéger. De te protéger, c'est de te valoriser en côtoyant des gens qui ont une démarche spirituelle et qui vont te supporter et t'encourager dans la démarche que tu fais. Je pense que ça serait vraiment un élément fondamental pour toi, ça. Ça va? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on arrête ici maintenant par rapport à la démonstration que j'avais à faire avec toi?
Alors, pendant que Christian va me répondre, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, ben, vous pouvez revenir. Et progressivement, donc, si vous avez des questions également sur les formations, la formation personnelle et professionnelle, moi, je vais simplement faire une présentation sommaire de ces deux volets-là. Alors, si vous avez des questions, mais entre-temps, ben, vous pouvez les poser. Alors, dans la formation, il y a une formation personnelle qui est une formation qui s'adresse aux personnes qui veulent faire une démarche sur eux-mêmes. Alors, c'est une formule, évidemment, qui a pour objectif, donc, de vous donner tous les grands outils pour être capable d'apprendre à vous prendre en main dans votre cheminement de vie, dans toutes les facettes de votre être. Alors, ça va toucher tant euh, l'accueil de soi, par exemple, qui est une technique fort importante, l'autogrison, comment s'accueillir, non pas intellectuellement, mais avec le cœur, donc des techniques favorisant le développement de l'intuition, de la déprogrammation et des soins, dans lesquels vous apprenez à vous accueillir, à vous aimer, à accueillir et aimer un partenaire. Vous apprenez également aussi à faire des techniques d'autogrison. Vous apprenez également à faire des techniques sur les chakras, comme on l'a vu, faire la multiconscience thérapie. Vous apprenez également à faire des déprogrammations de la mémoire cellulaire, à travailler avec le contact avec votre âme, l'alignement du soi supérieur. Vous travaillez de la déprogrammation par les guides. Vous faites du auto-coaching intuitif. Vous apprenez également la pleine conscience intuitive, transformation et éveil. Donc, vous avez également un module sur l'alimentation intuitive aussi qui va être proposé. Donc, j'ai vraiment un genre de survol de plusieurs applications de la thérapie intuitive qui est proposée. Donc, cette formation personnelle-là, se compose en fait de 10 modules d'enseignement, donc qui ont lieu une fois par mois, plus le module bonus qui est l'enseignement sur l'alimentation intuitive. Donc, ça vous fait à peu près 11 modules d'enseignement. Puis à la toute fin, il y a donc un genre d'atelier synthèse, un genre de petit webinaire synthèse qui sera le 12e donc, module. Donc, ça prend un an pour faire la formation personnelle au complet. Et c'est une formation qui est au prix de 995 ou 995 euros, qui est un prix donc intéressant. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, que d'ici le 15 septembre, il y a donc des remises supplémentaires sur ce prix-là, qui est de 20 pour ceux qui sont intéressés, donc de s'inscrire avant le 15 septembre. Il y a des gens ça c'est la formule que je viens de vous proposer à 995 euros, qui est une formule qui combine des mini-consultations. Vous avez 7 mini-consultations à l'intérieur de cette formation personnelle-là. Donc, vous avez quelque chose quand même de fort complet. Vous avez un encadrement, vous avez des webinaires, évidemment, en direct, qui ont lieu une fois par mois. Et la formation commence officiellement le 1er décembre. Donc, on suppose le 1er décembre que vous aurez suivi l'introduction qui est un enseignement donc, qui se fait sous forme d'un week-end de 2 jours, ou encore sous la forme de 3 modules d'enseignement vidéo, qui sont les 3 premiers modules d'enseignement de la formation personnelle que vous aurez fait avant le 1er décembre normalement. Si vous le faites le 1er décembre, là, c'est un intensif pour vous que vous avez à faire pour que tout le monde parte au même pied, puisqu'il y a des webinaires en direct qui ont lieu une fois par mois, donc à la fin du mois, chaque enseignement. Donc ça, c'était pour la formule avec encadrement. La formule sans encadrement, c'est la même formule, sauf que vous n'avez pas de mini-consultation et vous avez des webinaires qui sont préenregistrés. Et cette formule-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la faire comme on le veut, comme on l'entend. On le voit à son rythme, comme on l'entend, comme on le sent. Ça, c'est 650 euros ou 650 dollars. Encore là, vous avez toujours cette fameuse remise de 20 d'ici le 15 septembre pour les gens qui sont qui sont dans mon mailing list, finalement. Vous avez cet avantage-là de pouvoir bénéficier de cette remise-là. Vous avez l'opportunité également de faire un enseignement personnalisé. Un enseignement personnalisé, c'est que vous avez donc 3000 consultations avec moi et je vais déterminer avec vous un module d'enseignement qui va être adapté à vos besoins et vous allez pouvoir faire un travail personnalisé sur ce que j'aurai perçu avec vous et je vais vous accompagner à travers ces 3000 consultations-là. Ça, c'est 195 euros ou 195 dollars. Et finalement, vous avez également le week-end introduction qui existe en ligne aussi. Donc, vous avez cette introduction en ligne pour ceux qui ne voudraient que faire cela. Et c'est 150 euros, 150 dollars. Et vous le faites quand vous le souhaitez, quand vous le voulez, à votre rythme également. Les webinaires sont préenregistrés également. Donc, oui, merci Daniel. Je te remercie, Daniel. C'est gentil à toi. Et puis voilà, si tu as des questions, ben, tu peux toujours revenir. Il y a donc d'autres webinaires qui vous seront annoncés. Vous avez donc, il y en a donc déjà quand même quelques-uns qui sont annoncés dans les prochaines semaines du mois de septembre. Pour finaliser donc la formation professionnelle maintenant, vous avez donc une formation professionnelle qui est assez complète. C'est une formation qui vous propose
4 modules d'enseignement professionnel, 2 sur les chakras et un sur les techniques de guérison et un autre sur les fascias, dans lequel vous apprenez à combiner le décodage intuitif, la déformation et les techniques de soins. Donc, cet enseignement-là est très, très complet. Il vous donne vraiment les bases pour devenir un thérapeute intuitif capable donc de soigner en déprogrammation et en soins. Donc, c'est une formation quand même très solide. Vous avez donc à chaque module d'enseignement donc un webinaire en direct qui vous est proposé à la fin de chaque mois. Donc, la formation professionnelle dure en fin de compte 4 mois, pourrait-on dire ça comme ça. Mais vous avez aussi l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction qui précède cette formation-là. Et après ces 4 modules d'enseignement-là professionnels, vous avez un stage de 5 jours en présence qui a pour objectif de reprendre tout l'enseignement qui a été vu lors des modules d'enseignement professionnel pour vous permettre donc de vraiment intégrer l'enseignement et donc de faire en sorte que vous puissiez vraiment devenir un thérapeute solide, disons. Alors ça, c'est assez intéressant. En plus de ça, vous avez des bonus puisque vous avez toute la formation personnelle qui se retrouve dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, vous allez bénéficier de plusieurs modules de la formation personnelle qui est fort intéressant. Et vous avez également des mini-consultations. Vous avez 4 mini-consultations avec moi, avec un collègue à moi, qui va vous permettre donc de pouvoir vraiment vous sentir encadré dans le cadre de la formation. Alors, cette formation professionnelle est 1 995 € ou dollars. Vous avez évidemment, donc, comme je n'ai peut-être pas dit dans les formules précédentes, vous avez la possibilité de pouvoir l'essayer pendant 30 jours. Et si ça ne vous plaît pas, bien, vous pouvez demander un remboursement. Vous avez également des modalités de paiement de 1, 3, 6 et 12 paiements. Donc, vous avez quand même des avantages assez intéressants pour cela. Vous avez également une formule que j'appellerais en e-learning, c'est-à-dire une formule de formation professionnelle dans laquelle vous allez apprendre la formation sans encadrement, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de stage de 5 jours, vous n'allez pas avoir comme tel les mini-consultations, vous allez davantage être dans une position où vous allez suivre les modules d'enseignement et vous allez avoir des webinaires préenregistrés que vous allez pouvoir assister quand vous avez envie, quand ça vous plaît. Donc, ça demande une certaine autonomie de pouvoir faire ça, mais c'est une formule qui est intéressante aussi pour ceux qui veulent vraiment avoir la liberté de ne pas avoir à se déplacer. Toute la formation peut se faire dans le confort de son chez-soi. Il y a des supervisions qui sont proposées dans le cadre de cette formation-là, tout comme la formation professionnelle de base, évidemment, avec encadrement. Donc, vous avez une supervision qui vous assure justement que vous allez avoir une solidité, vous allez bien intégrer l'enseignement. Et avant cette supervision-là, vous avez un genre d'équivalent au stage de 5 jours qui va être proposé sous la forme de vidéo, qui va vous permettre donc de vraiment vous assurer que tout l'enseignement qui a été vu lors du stage va être repris, mais sous une forme vidéo. Alors évidemment, c'est une formule qui est moins complète, bien évidemment, mais certaines personnes pourraient y trouver un intérêt dans le cadre de cette formation-là à 1 495 € ou dollars. Donc, pour la formation professionnelle de base, sans encadrement. Vous avez également des spécialisations que vous pourriez décider de prendre, tout simplement. Donc, la spécialisation sur les chakras ou la spécialisation sur les techniques de guérison et les fascias, les soins de l'aura et les fascias, que vous pouvez choisir. Donc, c'est simplement la formation professionnelle de base qui est divisée en deux, les 2 modules sur les chakras, les 2 modules sur les soins de l'aura et les fascias, qui deviennent des spécialisations, dans lesquelles vous avez une supervision dans chacune d'elles, qui peut être effectivement intéressant pour ceux qui n'ont peut-être pas envie de se lancer dans le programme au complet. Et ça, c'est 600 € ou 600 $. Encore là, vous avez des webinaires préenregistrés. Alors évidemment, quand je dis des webinaires préenregistrés, c'est-à-dire que vous pourriez, dans les formules sans encadrement, bénéficier des webinaires des webinaires en direct si vous vous adaptez au rythme et aux dates qui sont proposées pour ces moments-là, ces webinaires-là. Donc, vous pouvez les suivre aussi. Et finalement, vous avez donc l'introduction en ligne qui est disponible aussi à 150 €, 150 $ pour ceux qui voudraient simplement se baigner, se mettre le gros orteil dans l'eau, dans la formation pour découvrir un peu ce que c'est. C'est quelque chose qui est quand même intéressant, qui vous donne des bases. Et vous avez aussi un week-end d'introduction en présence qui a lieu au Québec et en Europe également. Vous allez simplement regarder le calendrier pour connaître les dates ou encore communiquer avec moi directement pour que je puisse donc vous en faire part. Donc voilà, c'était grosso modo ce que j'avais donc à vous présenter. J'espère que vous avez apprécié ce petit webinaire-là. Et évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, hein, que ce soit pour les formations, les enseignements ou autre chose. Je suis donc disponible pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc voilà, alors je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée à chacune des personnes qui étaient présentes pour ce webinaire et je vais vous donc dire à très bientôt
pour un prochain rendez-vous. Au revoir, bonne fin de soirée à chacun. Au revoir.